Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à Entrée des artistes. Certaines personnes gagnent leur vie. Notre invité d'aujourd'hui, lui, a décidé de se la créer, sa vie, en réalisant ses plus beaux, ses plus vieux rêves. Parce que tout petit, lui, il découpait des images qu'il collait sur un grand carton, des images qui illustraient l'avenir tel qu'il se l'imaginait, des images qui collent très bien à sa réalité d'aujourd'hui. L'enfant qu'il était adorait cuisiner et avait un besoin viscéral de s'exprimer. Il s'est inventé une vie où il peut cuisiner et parler à volonté. Tout petit, il adorait bricoler avec sa grand-mère. Aujourd'hui, il achète des maisons, des vieilles maisons délabrées qu'il s'amuse à retaper tout en respectant leur style d'origine. C'est un gars qui a un sens de la famille, une conscience sociale et un charme fou, un charme qui lui ouvre toutes les portes. Il serait d'ailleurs en train de se lancer à la conquête d'un nouveau marché, celui de l'Amérique au grand complet. Mesdames et messieurs, aussi bien vous dire la vérité, c'est un homme que j'aime beaucoup. Ricardo Larrivé est avec nous pour cette demi-heure. Ricardo Larrivé, bonjour. Bonjour Marie-Claude. Quel plaisir de t'accueillir, Ricardo. Ricardo, c'en est où cette conquête de l'Amérique, des médias de l'Amérique? Ça a l'air gros, hein, présenté comme ça. Mais c'est un rêve, hein, tu le dis. Et toi, tes rêves, tu les réalises? J'essaie. Je pense que c'est fait pour ça. Des rêves, c'est pas fait pour être laissé en plan. C'est pas grave de tous les réussir. On n'a pas besoin de tout réussir ce dont on rêvait. Mais il faut au moins essayer. Ça, pour moi, c'est primordial. J'essaie de l'enseigner aux enfants. Dire, essayez. Rêver, essayez. Si tout ne fonctionne pas, c'est pas grave. Mais jamais on va mourir en se disant « j'aurais dû ». Ouais, c'est la pire chose. Ouais. Et là, donc, la conquête de l'Amérique, c'est... En fait, c'est simple. C'est parce que depuis plusieurs années, à chaque fois que je regarde tous les magazines de cuisine qu'on a ici au Canada, je me disais, c'est étrange qu'on achète des magazines de cuisine, qu'on regarde des émissions de télé, qu'il y ait des espèces de nouveaux gourous, même si je déteste ça, ce mot-là, de cuisine qui apparaissent, qui viennent d'Australie, d'Angleterre, de France, de partout. Et il n'y a jamais eu personne du Canada qui est devenu, comme ça, un ambassadeur de ses plaisirs gourmands à lui. Et je me disais, j'aimerais faire ça. J'aimerais essayer ça. Alors... Et là, c'est presque réglé. Ça s'en vient, oui. Ça regarde très bien. Oui. Avec le Food Network? Avec le Food Network, où ils se sont dit... on est allé les rencontrer, puis c'était une rencontre très cordiale, où j'ai dit, moi, j'aimerais ça vous faire découvrir ce qu'on est ici au Québec, ce que je suis, ce que ma famille est, mon entourage. Et l'émission serait à peu près comme l'émission Ricardo qu'on voit à Radio-Canada? Non, c'est autre chose. Je la vois... tu sais, si je veux leur faire découvrir qui je suis, qui on est ici, il faut que ce soit fait dans ma cuisine, que ce soit fait autrement, que ce soit avec des amis, des gens que j'aime, dans ma cuisine. Faut que ce soit moi, tout le temps. Mais on parle d'une émission qui passe une fois par semaine, ouais. Alors c'est différent d'une quotidienne, hein? Ouais. Quotidienne, le matin à Radio-Canada, j'ai ce plaisir-là où tu fais partie de la vie, hein, des gens. Tu es là tout le temps avec eux. Puis quand ils te parlent aussi, c'est pas du vedettariat jamais. C'est tout le temps, tu as l'impression qu'ils te connaissent depuis toujours. Tu es comme un ami, effectivement. Oui. Ouais. Alors ça, c'est différent. Hein. C'est la même langue aussi. And your English, darling? Oh, écoute, c'est tellement drôle, Marie-Claude. Je prends des cours d'anglais privés toutes les semaines. J'ai ma coach qui va me suivre sur les tournages aussi. Parce que l'accent est agréable, selon leur dire. Mais je veux pas... Continue, I love you, my darling. Je t'en demandais pas tant. Mais l'accent est agréable. C'est un petit bout quand même. Oh, écoute, tu me gênes. The accent? The accent is not too bad. It's not bad at all. You want your English to be clear enough so they understand what you want to tell them, explain them. Ricardo, c'est très clair. Ricardo nous dit qu'il faut que son accent soit clair pour qu'on puisse bien le comprendre. Et mais c'est ça aussi, c'est que tu veux pas que ça devienne une barrière. Parce qu'il faut pas oublier que c'est pas de la chirurgie cardiaque, c'est une passion. Hein? Je parle de quelque chose que j'aime, quelque chose qu'on fait tous les jours, la cuisine, qui est un moment de partage, d'échange. Depuis plusieurs années, on essaie de démoniser la cuisine. Moi, je veux faire le contraire. Je veux dire, c'est notre meilleur allié. C'est un ami parce qu'il nous rend la vie plus simple, plus heureuse, plus proche des gens qu'on aime. Et toi, la cuisine, c'est une passion depuis que t'es gamin, t'étais tout petit. Dès que ta mère sortait, toi, tu ouvrais la porte du réfrigérateur pour créer tes propres recettes. Ça te donnait quoi? Ça donnait quoi comme ça donnait des horreurs des fois, mais ma mère, comme toute... c'est-à-dire, tu sais, j'essayais de reprendre ma mère... je lisais même pas encore à cette époque-là, tu sais, où je pouvais lire un mot, tout ça. Alors, j'essayais de reproduire ce qu'elle faisait. Alors, je savais qu'il y avait du sucre, de la farine, des œufs, de la vanille, mais dans quelle proportion, comment, elle fouettait quoi, quand. Alors, souvent, ça avait l'air plus d'une galette sèche que d'un gâteau moelleux. Et tu mettais ça au four toi-même? Là, il y avait pas oui, mais c'est pour ça que j'attendais qu'elle soit pas là, parce que je veux dire, j'allais... En fait, contre les règles de base de dire t'as 7 ans, puis je veux dire, t'allumes le four, tu fais ton truc, tu sais. J'attendais. Mon père faisait une pause, hein, tous les après-midi, il dormait, alors c'est là que j'en profitais.
Alors, j'étais tout seul dans la cuisine. Ma sœur était ma goûteuse. Elle l'est toujours, d'ailleurs. Et et ces fameuses images que tu collais, donne-moi un exemple d'image que tu découpais, que tu collais sur ton grand carton. Je sais pas pourquoi, j'ai dû entendre ça quelque part un moment donné. Et je découpais, par exemple, puis c'était assez matérialiste à cette époque-là, parce que je découpais, par exemple, la voiture que je rêvais d'avoir. Ouais. Ensuite, je sais pas moi, un personnage, le type d'homme que j'aurais voulu devenir, que je voudrais devenir, un métier. J'avais découpé, donc j'avais mis une petite Mercedes sport convertible, SL, je me souviens de ça. J'avais découpé un Oscar que j'avais collé sur mon carton. J'avais découpé un micro. J'avais un micro. J'avais une maison, plein d'arbres, beaucoup de fleurs, potager. J'avais comme 5-6 trucs comme ça et je les avais mis sur mon petit bureau dans ma chambre. Mais c'était tellement inconscient. Et étrangement... Mais c'est ça qui est extraordinaire. Oui, c'est ça, étrangement, il y a des ressemblances avec... À peu près tout ce que je... Sauf la Mercedes. J'allais te le demander. Étais-tu un enfant heureux? Moyennement. C'est-à-dire que oui, jusqu'à l'adolescence. À l'adolescence, quand... Et ça a été comme un peu un choc parce que quand j'ai pris conscience du bonheur, du mot bonheur, moi, j'ai réalisé que j'étais comme moyennement heureux. J'aimais plus ou moins mon environnement. C'était une période trouble pour moi, l'adolescence. Ça a été... Ouais, j'avais hâte de passer ça. Puis à un moment donné, je me suis fait... J'ai été chanceux. Je touche du bois. J'ai toujours eu des bons amis. Parce que j'étais quelqu'un de très, très influençable. Et si, à 15 ans, 16 ans, j'avais eu de mauvais amis, ma vie aurait été vraiment différente de ce qu'elle est là. Tu aurais pu mal tourner? Ah oui, oui. Oui. Oui, parce que si tu as une graine de mélancolie, de tristesse, d'une estime de toi peut-être pas assez élevée, il s'agit que tu aies juste quelques contacts négatifs pour t'amener du mauvais côté de la force, comme dans Star Wars. Mais moi, j'ai eu ce bonheur-là d'avoir 2-3 amis extraordinaires qui étaient beaucoup plus calmes que moi et qui compensaient mes excès. Parce que je suis un être assez excessif. Alors, ça a été parfait parce que ça a créé un équilibre dans ma vie et ça m'a permis d'explorer des facettes que je voulais faire, mais sans aller vraiment trop loin. Ricardo, une chose qui me rentre pas dans la tête, c'est quand tu dis que, bon, là, on peut peut-être dire à l'adolescence, mais j'ai lu quelque part, tu disais, les 18 premières années de ma vie, j'avais peur de tout. J'avais peur. Mais qu'est-ce qui te faisait peur comme ça? Qu'est-ce qui te rendait peureux? Qu'est-ce qui te rendait craintif? Je sais pas, j'avais peur de pas réussir ce que j'allais entreprendre. Et c'est étrange parce que je vois ma fille la plus vieille et finalement, elle me ressemble parce que là, elle a des craintes comme ça, comme s'il fallait être parfait du premier coup. Alors que personne n'est parfait de la première fois. Et comment t'as fait pour changer ça, toi? Ben, j'étais tanné d'être malheureux et j'étais tanné de ne pas faire les choses que j'aimais ou de m'empêcher d'aller au bout des choses. Alors que j'avais en moi vraiment, tu sais, j'étais impulsif, j'avais le goût d'essayer des choses, puis je faisais rien. Il me semblait, là, de l'extérieur, que j'allais pas au bout de ça. J'aurais pu être un bon nageur, mais parce que j'étais pas bon en partant, j'étais un nageur correct. Mais si j'avais eu cette espèce de cran-là supplémentaire, j'aurais peut-être fait d'autres choses. Jeune, je regrette rien, là. Mais je me suis dit, je veux pas passer ma vie comme ça en ayant l'impression de passer à côté. Puis est-ce que ça a changé du jour au lendemain? En l'espace d'1 an et demi, 2 ans, oui. Parce que la première chose que je m'étais dit, c'est que je voulais avoir des amis. Puis je regardais autour de moi, puis je me disais, l'humour, ça fonctionne bien. Ouais. Et j'ai comme appris. Je me contais des farces. J'essayais de devenir, pas un stand-up comique, juste d'être capable d'avoir une couple de phrases ou un peu plus de répartie, de pouvoir se défendre aussi. Si quelqu'un t'attaque, répondre. C'est dur à l'adolescence. Ouais. Moi, je veux dire, t'as pas besoin d'avoir à te battre avec tes poings, mais être capable de se défendre verbalement et de pas se laisser abaisser jamais. Par les autres. Ça, pour moi, je l'ai compris jeune. Non, il faut que tu sois capable de te défendre verbalement. Alors, en l'espace d'1 an et demi, j'ai vu la différence. Et de victime, je suis devenu le gars qui était actif et leader. Et conquérant. Oui, et conquérant. Ouais. Et ça, j'ai aimé ça, cette sensation-là. Et la conquête de ton univers, finalement, a commencé par le départ de la maison à 18 ans. Oui. Tu t'en vas étudier à l'Institut d'hôtellerie à Montréal. Cégep, oui. Après ça, tu t'en vas, avec ton besoin viscéral de t'exprimer, tu t'en vas au Collège Algonquin étudier en communication. Et là, tu te retrouves à Regina, technicien. Oh, écoute, c'était tellement... Tu sais, ils m'ont engagé à Radio-Canada au téléphone, hein. Il n'y avait aucune idée. Et toi, technicien? Au téléphone. Et l'entrevue s'est faite au téléphone.
Et moi, j'ai aucun talent, comprends-tu, en technique. Je dis, je voudrais, mais je suis pas très bon. Je peux pas brancher mon vidéo. Alors, j'avais mis des cartons dans le salon partout. Alors, quand c'était la section, par exemple, on va parler de microphone, j'allais vers les cartons que j'avais préparés. Et j'ai eu une super entrevue. Ils m'ont engagé temps plein permanent, à leur grand désespoir. Parce que tu es arrivé là-bas tu étais préparé. Non, là, ça faisait 1 mois que j'étais en cours privé avec eux autres et j'y arrivais toujours pas. Pour moi, la régie centrale radio, c'est un espace où tout arrive et tout part. Donc, Avec beaucoup de fils. Oui, beaucoup de fils, beaucoup de trucs. Moi, j'avais l'impression que j'étais dans un vaisseau spatial de Star Trek. D'ailleurs, c'est ce que je m'imaginais juste pour passer le temps, jusqu'à ce que je vois qu'il y avait une ouverture du côté radio. C'était les vacances d'été. Oui, tu peux rire, tu peux bien rire. Parce que j'ai commencé là à parler de cuisine. Et quand je suis revenu, une année et demie après, je me suis retrouvé avec toi. Très tôt, pas si tôt que ça, mais quand même assez jeune, tu as rencontré la femme de ta vie, avec qui tu as eu 3 enfants. Oui. Et ça, est-ce que c'était dans tes petits cartons d'enfance, tes images, la famille? Ah oui, oui. Je veux dire, la relation que j'avais eue juste avant de rencontrer Brigitte, c'était une femme formidable, mais c'était juste qu'on était... Moi, dans ma tête, c'était clair. Je voulais avoir des enfants, fonder une famille, et j'ai été chanceux parce que j'ai pas eu énormément de femmes dans ma vie. J'ai toujours eu un talent pour tomber sur des bonnes femmes. Et celle-là, écoute, a supplanté tout ce que je avais pu voir jusqu'à ce jour. Et je me suis jamais trompé. Là, tu as 3 belles filles. J'ai 3 filles. Et quel genre de papa tu essaies d'être? Qu'est-ce que tu essaies de donner à tes enfants que tes propres parents ont pu te donner? Ben, peut-être... Je sais pas, je pense à mes parents. Il n'y avait pas d'interdit, hein, vraiment, chez nous. On pouvait faire ce qu'on voulait pas mal. C'était comme... Il n'y avait pas de... Personne ne m'a jamais dit va donc pas en télé ou en radio, tu vas crever de faim. C'est une phrase quand même classique, là. Les parents qui voudraient que leurs enfants fassent ce qu'eux veulent. J'ai jamais eu ça. Jamais eu non plus de remontrance pour à peu près rien. Moi, que je joue tout seul pendant des jours, personne me disait faut que tu te fasses des amis, tu vas pas... Moi, je veux dire, ils me laissaient libre de faire ce que je voulais. Et comme papa, on dit que tu es le plus disciplinaire des deux, entre toi et Brigitte. Je pense que je suis plus autoritaire que Brigitte. Mais c'est une mère. Les mamans sont comme ça, ils peuvent pas dire non. Ben, des fois... Enfin, je ne serai pas juge de ça. Dis-moi, je lisais quelque part que ta plus vieille dit parfois que toi et Brigitte, vous êtes un peu crackpot. Qu'est-ce que vous faites pour être un peu crackpot? Parce qu'elle est tellement sérieuse, ma plus vieille. Ben, Brigitte et moi, on est 2 grands enfants qui se sont trouvés, un et l'autre. Et on se complète vraiment bien pour ça. Mes excès sont, encore une fois, tempérés par le tempérament de Brigitte, mais tous les deux, on reste quand même assez enfants. Nous autres, on va mettre la musique forte, on va sauter sur les divans, on va courir dans la maison, on peut faire des ronds, alors on court un après l'autre, les enfants suivent. Ça demeure des jeux. Dans le jardinage, c'est la même chose. On n'a pas peur du ridicule, on s'amuse. Alors, ils nous trouvent un peu étranges, tous les deux. Ta plus vieille. La plus vieille, oui, qui est une vraie petite maman dans l'âme, tu sais. Et découragé de voir son père des fois. Ricardo, t'es toujours de bonne humeur. Pas mal. On dit parfois que les clowns peuvent cacher un côté un peu triste. Est-ce que toi, t'as un côté triste à l'intérieur? Oui, comme tout le monde, je pense. Il y a toujours des choses qui peuvent te trotter en tête, mais je sais pas, c'est pas ce qui va ressortir. Je laisse pas ces états d'âme-là perdurer. Tu les laisses être? Je les laisse être, mais je veux dire, je pense qu'à quelque part, il faut se prendre en main. Le bonheur, il y en a que je pense physiquement, certains individus, je pense que je fais partie de ceux-là, ma femme aussi, ont un matériel, un bagage génétique qui te prédispose au bonheur. Mais il y a une grande partie de ça qui, je pense, on est responsable de son bonheur, soi-même, chacun pour soi. C'est un choix, oui. Ouais. C'est un choix d'être heureux, de se dire, moi, je veux une belle vie, je veux m'entourer de gens qui aiment la vie, et puis je vais me battre pour ça, pour la vie. Ouais. Malgré tout, des fois, la vie nous envoie des coups durs et j'allais dire peut-être que l'année 2005 ne va pas rester dans tes souvenirs comme la plus belle des années. D'abord, toi, évidemment, tu as eu une opération, je pense, à Toronto. Oh, ben moi, c'est rien. C'est rien, mais il reste quand même, c'est pas un événement heureux. Et puis, Brigitte, qui a un diagnostic de cancer. Comment va Brigitte? De mieux en mieux. Tu sais, c'est une winner. Hein? J'ai marié vraiment une femme, une gagnante dans la vie. Tu sais, c'est pas abattable, cette femme-là. Là. Elle est plus forte que tout. Alors... encore une fois, on essaie de le prendre de façon positive. C'est sûr que ça change la vie. Quand tu sors de l'hôpital, là, tu vas t'asseoir dans ton auto, là, tu te regardes, là,
t'as pas le choix de pleurer, puis d'hurler, puis de dire... tu dis rien, en fait. Tu fais juste comme... T'es comme anéanti, mais tu vas rentrer à la maison, puis t'as 3 enfants qui sont là, puis il y a des grands-parents, puis tu peux pas être tout défaite. Ouais. Puis là, ça part dans ta tête, ça change ta vie. Toi, tu as tes propres peurs dans tout ça aussi. Ben, comme père de famille. Oui, comme mari. Comme père, mari, comme oui. amoureux. Et dans la vie, parfois, on essaie de trouver un sens aux choses. Est-ce que toi et Brigitte avez trouvé un début de sens à cette épreuve-là? Je pense que c'est les années à venir qui vont vraiment... qui vont le dire. Parce que c'est sûr que la vie, elle sera plus jamais pareille. J'ai fait une entrevue il y a plusieurs années avec Marie-France Bazot où c'était très enjoué. On parlait des parents, mais qui sont enfants dans le cœur. Et moi, je me trouvais un peu étrange parce que je me disais, à ce moment-là, j'avais une fille. Je me disais, je me sens pas un parent, je me sens un ado, je me sens pas différent parce que j'ai des enfants, je me sens pas un poids de responsabilité. Il me semble que ça va tout seul. Et c'est sûr qu'un événement comme ça a changé des choses, dans le sens où j'ai vraiment le sentiment d'avoir perdu cette espèce d'innocence-là. Pour la première fois, je me sens responsable. Parce que quand tu te maries, que ce soit à l'église ou autrement, dans ta tête, là, quand tu es marié avec quelqu'un, tu te jures amour puis protection. Puis là, pour la première fois, tu te dis, je peux pas la protéger. Ou tu sais pas comment. Alors, ça te déstabilise, tu restes, tu sais pas comment tu vas aller là-dedans. Et comme père, même si tu es toujours positif, tu peux pas ne pas penser à... et si j'étais seul, tu sais, tu as 3 filles. Et souvent, ce qui fait mal, c'est pas la maladie, c'est des détails, en tout cas dans mon cas. Comme... Tu passes devant la salle de bain le matin, puis tu vois ta femme qui se maquille, puis tu vois tes filles, puis tu te dis... Qui va... Tu sais, ces gestes-là d'amour du quotidien où tu apprends à devenir un peu ta mère et un jour être toi-même une femme, tu vas à la piscine, puis là, tu vois, il saute pour la première fois du tremplin. Tu peux pas être tout seul. Tu veux pas t'imaginer que tu pourrais être tout seul. Alors ça, c'est extrêmement bouleversant. Découvrir la fragilité de la vie, finalement. Oui, mais ça, j'y pense, je le ravale, je le vis, mais ça peut pas rester là. On peut pas vivre dans cet état d'âme-là. Alors, je me permets de temps en temps d'y aller, mais rarement. Parce que je pense que la vie, encore une fois, et le bonheur doivent être plus forts que ça. Et que ce qu'on croit vraiment peut nous aider. La chirurgienne nous avait dit, vous savez, elle dit, moi, j'ai sauvé des patientes que j'aurais dû perdre. Et j'en ai perdu que j'aurais dû sauver. Il y a une partie que la médecine doit faire et fait. Et fait très bien, je crois, au Québec. Mais il y a une partie qui vient de soi aussi. Et pour moi, c'est le bonheur. Cette espèce d'attachement-là. Alors, nos enfants, la famille. Est-ce qu'il y a Dieu là-dedans aussi pour toi, Ricardo? C'est-à-dire qu'il y a la vie pour moi. Plus je vieillis, moins je suis croyant, catholique, comme on nous l'a enseigné étant jeune. Mais oui, je suis convaincu qu'il y a quelque chose de plus grand. On n'est pas là pour rien. Il y a comme un destin où on essaie d'apprendre, de comprendre, d'approfondir un peu ce qu'on est, d'être meilleur pour les autres. J'ai toujours pensé ça. Quand j'étais jeune, puis que j'étais mis à part, ou des fois c'est insignifiant, t'es le dernier choisi dans l'équipe de hockey, puis toi, ça t'a vraiment fait de la peine, tu sais. Ça t'a vraiment fait de la peine. Et je me disais, un jour, là, quand je vais être connu, ou quand je vais réussir dans ma vie, je vais toujours être là pour ceux qui se font planter, ceux qui sont mis à part. Et ça a toujours été plus fort que moi. Mais je t'ai dit, jamais je vais oublier la peine que ça faisait. Et ça, j'espère toujours l'avoir en tête. Essayer d'être là pour l'autre, pour sa famille, mais pour les autres, parce qu'on vit dans une société et on ne peut pas être égoïste. Ricardo, une autre de tes citations, tu disais à un moment donné, je voudrais que mes filles apprennent à prendre les pires situations et les tourner en bonheur. Oui. Est-ce que tu arrives à leur montrer ça, même dans la difficulté que vous vivez en ce moment? J'aimerais ça. Puis c'est des choses insécurisantes parce que tu dis, qu'est-ce qu'ils retiennent de ce que l'on est?
Ouais. T'sais, est-ce que je parle trop fort? Est-ce que je prends trop de place? Est-ce que, tu sais, on se pose beaucoup de questions. Puis probablement que je vais le savoir quand ils vont avoir 20 ans, puis qu'ils vont me dire un peu le résultat de l'affaire, ou je vais les voir grandir. Ou 30 ans, 40 ans. Oui, ouais. oui, c'est ça. J'ai l'impression que ça Ça va va tellement arriver vite, aussi. oui, vite. Mais je me dis, c'est sûr que regarder la force de leur mère, tu sais, se relever, puis être toujours là. Tu sais, être toujours là, malade, Très- pas malade. très présente, Oui, puis tu sais, tu fais le lunch, puis le déjeuner, puis tu lâches jamais. Mm. Ça ne peut pas ne pas les imprégner. Je peux pas croire que ça fera pas des grandes filles parce qu'ils ont une grande mère. Ça va ensemble. C'est déjà l'affaire, Ricardo. Qu'est-ce que je peux te souhaiter en terminant? Ben, que ça continue et que je revienne dans 3 ans te voir et te dire que la vie est formidable. Je te le souhaite. Et je me le souhaite. Merci, Marie-Claude. Merci beaucoup, Bye. Ricardo. Oh, ben tiens. Dolce fiore. Grazie mille. A presto. And good luck. Thank you very much. Mesdames et messieurs, c'était Entrée des artistes avec Ricardo Larrivée. Merci d'avoir été là. À bientôt. Parce que je suis un être assez excessif. Victime, je suis devenu le gars qui était actif et leader. Et conquérant. Oui, et conquérant. La première chose que je m'étais dit, c'est que je voulais avoir des amis. Puis je regardais autour de moi, puis je me disais, l'humour, ça fonctionne bien. Et Brigitte et moi, on est 2 grands enfants qui se sont trouvés. Et on n'a pas besoin de tout réussir ce dont on rêvait, mais il faut au moins essayer. C'est un choix d'être heureux, de se dire, moi, je veux une belle vie, je veux m'entourer de gens qui aiment la vie, puis je vais me battre pour ça, pour la vie.